John McClane, NYPD. Are you all right? Yes. Laundry day. Tu peux juste me redire la phrase d'un Bien sûr. Alors, David de Film Talker, un podcast en enfer. un podcast en enfer. Ok, c'est bon. Voilà. Et Philippe Sedbon, Yippee Mother Kino. Parfait. Bon courage, Philippe. C'est toujours moi qui écope des trucs comme ça. Il a fait pire, Philippe. Philippe, c'est la star du show, Philippe. On lui donne toujours les meilleurs morceaux. Ouais. Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. Je suis votre hôte Jean Gruber, c'est jour de lessive, et mes frérots sont... David, The Film Talker, un podcast en enfer. Philippe Sedbon. Yippee Mother Kino. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur une journée en enfer, sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes cinébuddies. Philippe, qui revient avec une vengeance, et David, le film talker, qui, pour notre plus grande joie, revient talker film à nouveau avec nous. Welcome back, brother. Merci beaucoup de me recevoir. Mais avant de partir élucider des charades dans les mean streets de New York, un rappel, un petit pas pour vous, mais un grand pas pour Kinopod. N'oubliez pas de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod, bien sûr, sur YouTube, avec toutes les 15 jours, une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lenoff. Et maintenant, Philippe sort l'artillerie lourde et nous résume le film, le fameux pitch, comme si nous étions un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur rempli de bad guys. Le policier John McClane passe généralement ses fêtes de Noël à se faire tirer dessus par des commandos de méchants surarmés. Sa troisième aventure, située à New York et pas à Noël, démontre qu'à présent, le pauvre John a des emmerdements toute l'année. Parfait, mon pitchounet. Et maintenant, c'est au tour de David de passer à table et de nous raconter la genèse du classique de John McTiernan de 1995, Yippee Mother Tucker. Yes. Eh ben, let's go. Donc, on va revenir au point de départ à Die Hard en 1988, qui évidemment est un gros succès, mais pas en France. En France, le film n'aura fait que 600 000 entrées. Wow. L'un des plus grands et meilleurs films d'action de l'histoire du cinéma n'aura pas trouvé son public en 88 dans l'Hexagone. C'est surprenant, mais ça arrive parfois. Le rendez-vous avec le public a été manqué sur ce coup-là. Ça a été bien sûr rattrapé par la suite avec les sorties cassettes vidéo, etc. Et donc après vient la suite avec 58 minutes pour vivre qui cette fois aura plus de succès, fera quasiment 1 million d'entrées. Et donc évidemment, là on est face à une franchise qui donne envie à la Fox de faire un 3e épisode. Qu'est-ce que c'est que ça? Et la Fox n'arrive pas à trouver de scénario véritablement convaincant pour un 3e film. Alors déjà, il y a John McTiernan qui avait été sollicité pour faire le 2, Die Hard 2, mais il n'avait pas voulu rempiler parce qu'il trouvait que le scénario était... Enfin, il aurait eu l'impression de faire une redite ou de refaire le même film. Et donc, entre-temps, pour ce 3e film, il y a un scénario qui circule au début des années 90 qui s'appelle Simon Says. I want to play a game. What kind of game? Simon Says. Le jacadi anglais, quoi, on va dire. Et ce scénario plaît pas mal. Et en fait, il a été écrit par un certain Jonathan Hensleigh, futur auteur de Jumanji et Armageddon. Et là, le scénario tombe entre les mains de la Fox et la Fox s'aperçoit que ce scénario peut finalement être réarrangé, réadapté pour un Die Hard. Même si comment dire, le lieu, enfin l'environnement se déroule, l'action du film ne se déroule pas dans un lieu clos. Ça peut être propice à faire un bon film d'action, un bon Die Hard avec un policier, tout ça. Bon, aussi ce que j'ai oublié de dire, c'est que les scénarios qui n'arrivaient pas tellement à convaincre la Fox
un des scénarios prévoyait en fait de mettre le personnage de John McClane à bord d'un bateau de croisière. Et cette idée sera récupérée plus tard, quelques années plus tard, pour faire la suite de Speed. Speed Ouais. 2, grand film, chef-d'œuvre absolu du Grand cinéma film. d'action. Très, très, très bonne idée de faire d'un film d'action à bord d'un bateau de croisière qui va à 2 à l'heure. Voilà, non, mais pourquoi pas, hein, mais ça aurait pu être bien, hein, mais dans le cas, ça n'a pas été grandiose. Et John McClane est plutôt séduit par l'idée, puisque finalement, ça s'éloigne de ce qu'il avait fait sur le premier Die Hard, puisque, comme je disais, voilà, là, l'action n'est plus euh, restreinte dans un seul lieu, dans une sorte de huis clos, mais on est dans toute la ville de New York. Donc, on va dire que New York, la ville de New York est un terrain de jeu qui stimule énormément John McTiernan. Et en fait, apparemment, ce que raconte le scénariste, c'est que son scénario d'origine est resté vraiment tel quel. Il n'y a que la deuxième partie qui a été plus ou moins réarrangée pour que eh bien, ça matche un peu avec l'esprit Die Hard et puis avec le personnage de John McClane, etc. Voilà. The name Gruber mean anything to you, Lieutenant? Mais sinon, voilà, c'était le même principe avec un méchant qui pose des bombes dans une ville et qui demande à un policier de résoudre des énigmes pour éviter que ces bombes explosent, quoi. They're shutting down the police van. All calls will be coming through this switchboard. And I'm gonna marry Donald Trump. On part sur un nouveau Die Hard qui n'a absolument rien à voir avec les deux précédents. C'est vrai, bah merci, très bonne genèse. Et c'est vrai que ni Bruce Willis ni McTiernan se sont très excités parce qu'à la suite de Die Hard 2, Philippe, il y a eu plein de Die Hard, mais tout d'un coup, c'était Under Siege, c'était des films, c'était un Die Hard dans quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Donc ça avait banalisé un peu le truc. Et c'est vrai que ce que tu disais, la plupart de tous les Die Hard ont commencé par des scénarios d'un autre film d'action avant d'être redesignés pour McClane, ouais. Et là, en l'occurrence, je trouve qu'il y a tu sens que la fraternité entre Jeremy Irons et Hans Gruber du premier film est extrêmement tirée par les cheveux et très probablement rajoutée a posteriori, tu vois. Parce que c'est aucune raison que le frère allemand de Hans Gruber se radine pour piller l'or de New York, tu vois. D'ailleurs, moi, je crois que maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est une prequel avec les frères Gruber, ça s'appellerait, et tu les vois depuis l'enfance. Et tu vois, ces deux Allemands. Comme les Dalton. Ils avaient deux autres frères, William et Avril. Mais c'est vrai que tu parlais, bon, il y a Speed qui est Die Hard dans un bus. Il y en a un qui t'as Sudden Death qui était Die Hard dans un match de hockey sur glace avec Jean-Claude Van Damme qui était pas mal. Et moi j'aime bien Under Siege, le premier, tu sais, avec Steven Seagal. Il y a Air Force One. Ensuite il y a eu The Rock. Tu as Con Air. Tu as Olympus Has Fallen, toute la série des London Has Fallen, tout ça, avec notre ami Gérard Butler, qui fait un étrange accent américain, où tout d'un coup, il y a de l'écossais qui transparaît quand même, si tu veux. Et il y en a eu des moins bien, comme White House Down, Skyscraper, tu te rappelles, David, celui avec The Rock, qui mélangeait la Tour Infernale avec Die Hard, ouais. Extraordinaire, un chef-d'œuvre absolu, Comme qui sautait d'immeuble en immeuble avec une jambe artificielle, tu te souviens? Voilà, oui, c'est ça. Il faisait des chutes de... Ouais, c'est ça. Il faisait des chutes de 50 mètres et il n'y avait aucun problème. C'était formidable. Un surhomme. En fait, sa jambe en moins lui donnait des pouvoirs. C'était peut-être une jambe bionique, tu me diras, ouais. Mais Simon Says à l'origine, donc Jacques a dit, ça fait moins peur en français, c'est sûr. Et Simon Says à l'origine, c'était pour Brandon Lee, qui malheureusement est mort. Oui, et ça a même été pensé à un moment comme une série de L'Arme Fatale, un film pour L'Arme Fatale. Donc tous ces films sont passés comme ça, comme tu dis, par plusieurs mains avant d'atterrir. Et là, c'est vrai que tout d'un coup, le terrain de jeu est beaucoup plus grand et on a ce New York et ça donne un nouveau sang au film. Et on sent que McTiernan revient lui aussi avec une vengeance. Parce qu'il sort, David, je crois qu'il sort de films qui ont moins marché. Oui, je crois qu'il venait de réaliser. Alors, il venait de réaliser Last Action Hero, avait fait un énorme bid. Alors que moi, j'ai toujours adoré ce film. Enfin, je l'avais adoré à sa sortie à l'époque où je l'avais vu. Je crois que j'étais allé le voir 2 ou 3 fois au cinéma. Mais bon, c'est un film peut-être qui parlait plus pas aux cinéphiles, mais aux amoureux du cinéma. Voilà, il y avait ce côté la rose pourpre du Caire où tu rentrais dans le film.
C'est vrai. Enfin, c'était un peu le fantasme de tout passionné de cinéma, de rentrer à l'intérieur d'un film et de côtoyer sa star favorite, quoi. Presque un côté le magnifique aussi. Oui, Où on avait, ouais. Mais c'est c'est vrai que vrai. c'est le ton, ils avaient eu du mal à rencontrer leur public. Ce qui nous amène Ouais. au casting du film avec Philippe Sedbon, l'homme, la légende. C'est moi. Casting intéressant, casting intéressant. Alors bien sûr, il y a Bruce Willis. McLean? Ça, c'est maintenant on aime ou on n'aime pas, et c'est pas gentil de dire du mal de lui aujourd'hui parce qu'il va pas bien. Donc Ouais. on l'évitera. Mais bon, c'est vrai qu'un Die Hard sans Bruce Willis, ça n'existe pas. Donc il remplit très bien son rôle de John McClane. Il a même le débardeur sale qu'il a récupéré des 2 autres films, et ça, c'est indispensable. Ouais. Donc c'est lui qui fait le film, hein, c'est John McClane. On attend de voir ce qui lui arrive. On voit qu'il est très déprimé, qu'il picole, qu'il a la gueule de bois, etc., etc. Donc ça, c'est le grand classique de Bruce Willis, qu'il faisait déjà très bien dans Le Dernier Samaritain et autres. Donc ça, c'est la bonne nouvelle du film, c'est qu'il revient, he's back. L'autre, c'est Samuel L. Attends, avant que tu passes à Jackson. Samuel Jackson, on étend un petit peu sur Bruce Willis et après je te repasse la parole sur Samuel Jackson parce que c'est vrai que McClane, ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours le underdog, David. C'est le mec qu'on n'attend pas, si tu veux, et qui tout d'un coup, je dis, en le revoyant là avec toutes ces scènes d'action extraordinaires, c'est une espèce de James Bond en col bleu. Kevin Smith, tu sais, qui joue dans le 4e et qui avait fait un mauvais film avec Bruce Willis qui s'appelait Cop Out, où ils se sont pas du tout entendus, ça s'est très mal passé, avait demandé à Bruce Willis quelle est la particularité de John McClane. Et Bruce Willis lui avait répondu, il vient du New Jersey. Et en fait, c'est ça, c'est que c'est un mec, c'est le Bruce Springsteen des flics, si tu veux. Et il a ce côté c'est très vrai. humain qui se casse la gueule avant de remonter. Et puis cette espèce de Marcel et tout. Et comme tu dis, Philippe, cette fois-ci, cette gueule de bois qui le rend encore plus humain. Donc, on a dans l'émission, on s'est moqué à une époque un peu de Bruce Willis sur tous ces films de dernière partie de carrière où il se Nicolas Cageisait un peu. Mais c'est vrai qu'au regard de sa maladie, c'était peut-être effectivement, il sentait déjà qu'il allait avoir des problèmes de santé et c'est pour ça qu'il partait en Europe de l'Est en hélicoptère, prendre une valise avec $1 million dedans et faire 3 scènes et remonter dans son hélicoptère, si tu veux. Ouais. Respect, parce que moi je trouve un très grand acteur et que de McClane au 6e sens, en passant par l'Armée des 12 singes, je trouve qu'il a été non seulement une movie star, mais qu'il a aussi montré plusieurs facettes de son talent, d'une certaine manière. Philippe Zeus Carver. Guy back there called you Jesus. He didn't say Jesus, he said, hey, Zeus. My name is Zeus. Hey Zeus Zeus. Carver, Samuel L. Jackson. D'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est L, mais bon. Et tout le monde connaît Samuel L. Il a fait un paquet de films depuis ses débuts avec Spike Lee. Il a fait des figurations dans des films comme Sea of Love. Il a fait et puis c'est devenu l'acteur de Tarantino. C'est devenu l'acteur de Jurassic Park. L'acteur de tout en fait. C'est une espèce de sidekick rigolo. Maintenant, il joue complètement parodique depuis un certain temps. Et c'est pas déplaisant parce qu'il est toujours marrant, quoi. Quoi qu'il fasse, il a une espèce d'énergie, de colère tout le temps, de colère feinte, comme ça. Il a un vrai personnage qu'il a réussi à tailler. Et là, dans Die Hard, c'est assez costaud parce que le personnage tient sur pas grand-chose. All right, I need you more than you need me. C'est pas un flic, c'est pas un héros, c'est un électricien. Hand me that newspaper over there. Et ce qu'il a, c'est qu'il a un problème avec les Blancs. Voilà, il n'aime pas les Blancs. Et ça crée une espèce artificiellement, je pense, une espèce de conflit avec Bruce Willis, parce qu'on sent bien qu'ils sont complices. Mais bon, il y a une espèce de conflit un peu forcé comme ça, mais qui est rigolo parce que Jackson le fait très très bien. Ouais. Et il se renvoie bien la balle avec Willis. Donc ça fait un vrai duo, un buddy movie, vraiment un buddy movie. Et on oublie au bout d'un moment que c'est un électricien. On imagine que c'est le copain flic de Bruce Willis. C'est vrai, il y a un côté l'arme fatale ou 48 heures et ça devient une buddy story alors qu'avant c'était très solitaire. Mais tu sais, David, qui était pressenti au départ pour le rôle? Oui, c'était Laurence Fishburne. C'est ça. Et tu sais pourquoi il a refusé finalement? Alors, je sais pas pourquoi il a refusé. C'est même pas sûr qu'il ait refusé. Ce que je sais, c'est que c'est plutôt Bruce Willis qui a sollicité Samuel L. Jackson à McTiernan parce qu'il venait de tourner avec lui dans Pulp Fiction. C'est ça. Ouais. Ce que j'ai lu, en fait, c'est que Fishburne aurait refusé pour des raisons d'argent.
et que comme il y avait eu Ah ouais. un contrat, ouais, comme il y avait eu une espèce de contrat verbal qui avait été brisé quand ils se sont tournés vers Samuel Jackson, parce que Vajna, le producteur qui a remplacé Joel Silver et Larry Gardon, s'est retrouvé à Cannes et il a vu Pulp Fiction et il a vu à quel point Samuel Jackson était magique dans le film. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. Et il s'est dit tout de suite, ça pourrait remplacer formidablement Fishburne. Et comme ils ont brisé une espèce de contrat verbal, bien que Fishburne avait plus ou moins refusé pour des questions d'argent, ils ont quand même été obligés de payer Fishburne $750,000. Ah ouais, d'accord. C'est les fameux pay or play, tu sais, les contrats, qui fait que tout d'un coup, Bob Hoskins aussi avait touché plein d'argent quand il n'avait pas été engagé pour Al Capone, tu sais, dans Les Incorruptibles, et qu'ils avaient finalement pu prendre De Niro, qui s'était libéré à la dernière minute. Donc c'est des acteurs qui... c'est d'ailleurs, Bob Hoskins avait téléphoné ensuite à De Palma, il lui a dit, dès que tu veux, si t'as un film que tu veux pas que je te fasse, appelle-moi, que tu veux pas que je fasse, appelle-moi. C'est clair, ah oui, ça c'est un bon plan, ça. Ouais, le meilleur cachet qu'il ait touché sans jouer, quoi. Ouais, c'est pas mal. Et Philippe, tu peux nous parler, meilleur est le méchant, meilleur est le film, comme dit souvent Alfred Hitchcock dans l'émission. Bien sûr, eh bien, le méchant c'est Jeremy Irons, le grand Jeremy dont le rôle de la vie a été fait par Cronenberg dans Faux Semblant, qui est un acteur, on le sait, énorme et très protéiforme, il peut à peu près tout faire, dans tous les pays, toutes les nationalités. Relax, Tiger, if he is still alive. You won't be talking to anyone. Et là, il joue un espèce d'anglais-allemand grobernien qui calque un peu son jeu sur celui d'Alan Rickman dans le premier film. Hello, John McClane. Et qui est un salopard cynique. Au début, on pense que c'est un terroriste, mais en fait, c'est pas un terroriste, c'est un braqueur de banque. Et enfin voilà, c'est tout un personnage à plusieurs facettes. There was never any bomb in school, was there? Of course not. I'm a soldier, not a monster. Even though I sometimes work for monsters. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, et son côté « je vais venger mon frère » me paraît très, très rentré au chausse-pied, quoi. Parce que c'est pas le genre de personnage qui va se mettre en danger pour venger son frère. Mais bon, à part ça, il est vraiment bien dans le film, il est original, déjà, parce qu'il est élégant, parce qu'il il a de l'humour, il a une grande intelligence et ça se voit, et il manipule tout le monde pendant tout le film, jusqu'au moment où il se met en colère à la fin, et ça lui fait perdre un peu ses moyens. Mais c'est vrai qu'il a une voix magnifique, c'est un acteur de théâtre et il a beaucoup de scènes au téléphone au début du film, un peu comme Malkovich dans La ligne de mire. Et donc c'est un rôle qui est une voix désincarnée pendant longtemps et il est fantastique, je trouve. That was unpleasant. Don't let it happen again. So what's your name, boy? Don't call me boy. I'm sorry. It was a poor attempt at humor. Et après, il se retrouve même en Marcel à la fin, mais il a pas du tout le même corps que McClane. T'as vu, McClane est un peu trapu et costaud, et l'autre est une espèce de reptile avec un Marcel bleu. Et je trouve que c'est le contraste entre les deux est très intéressant quand même. Et oui, il fait danseur, il a un corps de danseur, et c'est assez étonnant. Avec un visage buriné en même temps. Enfin, c'est un personnage intéressant, hein, de toute façon. Mais donc, David, la dynamique est un peu la même qu'on avait avec Hans Gruber dans Die Hard, parce que aussi Alan Rickman, qui était prodigieux dans son premier rôle au cinéma, était censé être une espèce d'avoir un combat politique, alors que pas du tout. Il était intéressé uniquement par l'argent, et on se rend compte que c'est la même chose. Les Gruber ne sont que des gens très cupides et qui n'ont qui s'en foutent de tout, si tu veux. C'est ça que j'aime bien dans le scénario du 3, c'est que on est baladé par les véritables intentions du méchant de Gruber, de Simon Gruber. C'est-à-dire qu'au début du film, on se dit oui, pourquoi pas. En plus, le film s'appelle Die Hard with a Vengeance, donc on se dit bon bah ça va être une histoire de vengeance. Il veut venger son frère, il veut torturer McClane et tout. Pourquoi pas? Après tout, on ne connaît pas très très bien la famille Gruber, quoi. Donc pourquoi pas? Bientôt la série. Et bientôt la série, le prequel. Et oui. The Gruber Rise Awakens, ou je sais pas quoi. Et ils en sont capables. Hein. Ils sont très capables. Hein. Quand ils auront épuisé le filon, voilà. Non, et donc du coup, on est baladé. C'est ça que j'aime bien. C'est-à-dire que voilà, au début, donc on pense que c'est une vengeance et qu'on est face à un mec, un psychopathe complètement taré qui pose des bombes partout et qui veut jouer avec McClane. Et en fait, pas du tout.
En fait, comme tu disais, il est animé que par sa soif de cupidité, quoi. Et Ouais. il veut braquer la plus grande réserve fédérale du pays. Et pareil, après, donc, le rebondissement se déplace ailleurs avec la bombe à l'intérieur d'une école de New York. Donc là, on se dit, putain, il faut vite retrouver cette bombe, enfin, cette école, dans quelle école se trouve la bombe et tout. Et en fait, il n'y a pas de bombe dans l'école, etc. Donc, on est sans cesse baladé par ce personnage qui manipule, comme tu disais, Philippe, tous les personnages, tout le monde dans le film et le spectateur aussi. Donc, il y a vraiment un côté très ludique dans le film qui marche vraiment bien, quoi. Vous avez C'est remarqué à quel point la première partie du film, c'est-à-dire le moment où McClane est baladé dans tous les sens, et se rapproche de Dirty Harry. C'est ce que faisait Scorpio avec l'inspecteur Harry, qui le baladait de lieu en lieu à coups de téléphone, de machin, C'est vrai. avec une mallette à la main. C'est complètement calqué dessus. Hein. À part que c'est à Absolument. beaucoup plus grande échelle. C'est à beaucoup plus grande échelle. Ouais. Exactement, et puis New York est un personnage à part entier, parce que tu disais qu'effectivement ils ont eu l'intelligence de déplacer le film sur cette ville et de pas en faire un film de Noël, parce que ça aurait été un petit peu trop, une fois de plus, ce type à qui il arrive 3 fois la même chose. D'ailleurs dans le deuxième film, t'as vu, il disait, mais comment il rampait encore dans une espèce de conduite d'aération, il disait, mais comment ça se fait que ça arrive 2 fois? Tu sais, les scénaristes pouvaient pas s'empêcher de dénoncer le truc, si tu veux. Donc là, c'est très intelligent d'élargir le truc. Et tu savais, David, qu'il y avait eu, je l'ai montré à Philippe, je lui ai envoyé un petit lien vidéo, est-ce qu'il y avait une fin alternative au film? Oui, il y avait il y a une fin alternative qui a été tournée, mais qui n'a pas été gardée parce que les producteurs n'étaient pas très satisfaits, j'ai l'impression, par le rendu que ça donnait, autour du personnage de John McClane. Enfin, ça le rendait un peu cruel, un peu trop cruel, je crois. Je crois que c'était ça. Ouais. Cette fin alternative, elle existe, hein, on peut la voir sur le Blu-ray du film. Sur YouTube aussi. Voilà. Magnifique. Dans les bonus. Et en fait, c'est marrant parce que moi, j'ai jamais été super emballé par la fin la fin du film qu'on a tous vu en salle. Like I said, it's a very stubborn woman. She'd have to be to stay married to you. Et même par cette fin qui se déroule en fait quelques mois ou quelques semaines après que le personnage de Simon ait échappé à la police. En fait, on est dans une scène où on voit John McClane qui retrouve le personnage de Simon Gruber dans un pays d'Europe de l'Est. Je ne sais pas si c'est l'Allemagne de l'Est ou la Hongrie ou la Roumanie. La Hongrie, c'est la Hongrie. Et il le retrouve grâce justement à la boîte d'aspirine sur laquelle il y a inscrit le nom de la pharmacie ou je sais pas quoi, enfin le nom de là où il a pris ses médicaments dans ce fameux pays. Bon, finalement ils l'ont changé pour la version qu'on a vue au cinéma. Finalement c'est le truc, le port, comment ça s'appelle, le nord des lignes. Et c'est ça qui lui permet de retrouver beaucoup plus rapidement. Mais donc dans la version initiale, il le retrouvait quelques mois après. Donc c'est quand même assez bizarre. C'est-à-dire qu'il y aurait eu une rupture temporelle comme ça, parce que tout le film se passe pratiquement en temps réel. Et tout d'un coup, il y aurait eu une espèce d'ellipse bizarre. On aurait retrouvé nos personnages quelques mois plus tard. Donc du coup, je comprends qu'il n'ait pas voulu garder cette fin, quoi, parce que ça aurait vraiment détonné avec. Oui, mais c'est un peu anticlimactique, parce qu'en général, les Die Hard, ça se finit par ça pète dans tous les sens, ce qui est le cas dans la nouvelle fin. Et là, c'était simplement une espèce de roulette russe avec un bazooka où ça faisait ressortir la cruauté de McClane qui jouait tout d'un coup aux devinettes et qui faisait des charades. C'était lui qui disait McClane says au lieu de McClane a dit au lieu de Simon says. Et Philippe, toi, tu n'as pas été emballé non plus par cette fin, tu m'as dit, Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous dites là sur la fin qui n'a pas été gardée. En plus, il faut préciser que c'est très chiant. C'est-à-dire, c'est quand même 2 mecs en train de parler autour d'une table pendant des plombes. Ça dure très longtemps. Mais c'est pas du tout on a envie de voir de ces personnages qui étaient en action pendant 2 heures, tu vois. On n'a pas envie de voir 2 mecs dans un pub en train de parler.
C'est sûr, C'est- mais c'est vrai que moi j'adore ce film et les 2 premiers actes, je trouve, sont éblouissants avec cette poursuite dans Central Park et tout ça. Mais le film retombe un petit peu, je trouve, dans le dernier acte où tout d'un coup on est un peu, ça se répète un petit peu et on a l'impression qu'il a atteint son pic un peu plus tôt, si tu veux, quand ils sont tous les deux qui sautent sur le bateau et puis ils se retrouvent au Canada. Tout d'un coup, je me demande comment un flic américain a jurisprudence au Canada tout d'un coup et pourquoi l'électricien continue à le suivre aussi, parce qu'il y a un moment où il est pas policier non Ouais. plus quand même. Non, non, Ouais. bien sûr. Mais ce qu'il y a, c'est que le pari qu'il a fait McTiernan, qui est admirable, hein, qui est de faire le mouvement incessant du Ouais. début à la fin, ça dure plus de 2 heures, c'est quand même un pari dangereux parce qu'il y a un moment, tu te fatigues, toi, spectateur, Ouais. parce que ça perd de son sens, tu vois, c'est-à-dire le côté ressort comme ça tendu qu'on lâche. Il faut quand même le tenir par des choses, des apports scénaristiques pendant le trajet, tu vois. Et là, ça ne Ouais. débande pas du tout pendant très longtemps. Et à un Ouais. moment, il y a une lassitude qui s'installe. Je pense que c'est ça dont tu parles de la dernière Et- partie. C'est Exactement. qu'un film, normalement, ça dure 1h30, 40. Et arriver à 2 heures où il continue de se cavaler derrière, de se faire exploser, de prendre des balles dans le corps, de tout ça, à un moment, il y a une fatigue, quoi. Tu vois, et je pense Et, que c'est ça. et David, Et- tu sais, David, pardon, dans le premier Die Hard, dans celui-là, c'est un mec normal. Mais là, on commence à voir le McClane super-héros et invincible en God mode quasiment. Qu'on verrait dans le 4e où tout d'un coup il chevauche une espèce d'avion de jet fighter, tu vois. Donc moi je préfère quand il est plus humain que quand il devient tout d'un coup Ouais. invincible. Oui, oui. Ouais, je trouve que ça va encore dans Je dans suis ce Die d'accord. Hard 3, quoi. Mm. Tu vois, bon, voilà, il prend des coups. C'est ça qu'on aime bien aussi dans ce personnage, c'est que c'est un héros, mais comme tu disais, très humanisé, Ouais, qui n'est jamais au bon endroit, enfin, qui n'était pas prévu. Parce qu'en en vérité, à chaque fois, il est plongé comme ça dans l'action et dans l'aventure, alors que pourtant, il est flic, mais alors qu'il n'était pas en service ou en duty, quoi. Enfin, il est à chaque fois soit en vacances, soit là, il était juste en train d'avoir sa gueule de bois du siècle. ouais. Enfin, il n'était pas du tout en service, quoi. Et on le plonge, on le force à se confronter à des dangers, à des péripéties, et c'est ça qui en fait un personnage vraiment, vraiment attachant, quoi. Mais je trouve que le scénario est suffisamment malin pour nous maintenir en haleine vraiment quasiment jusqu'au bout. Moi, c'est vraiment la toute dernière partie du film, enfin vraiment la fin, quand il retrouve à la C'est frontière ça. canadienne Je suis le d'accord. méchant, où là, Ouais. je trouve que oui, on sent qu'ils avaient besoin d'une fin spectaculaire pour terminer un film d'action spectaculaire. Mais tu sens que c'est une fin qu'ils ont un peu décidé. Bon, voilà, il faut que le film se termine. Il faut que gentil tue le méchant. Donc, bon, voilà, bon, allez, ok, hélicoptère, machin, tac, il tire sur un câble et le câble tombe sur l'hélicoptère, boum, il faut une explosion, il faut quelque chose de spectaculaire. Mais c'est pas une fin aussi emblématique et aussi satisfaisante que dans le premier Die Hard, dans Piège de cristal, Ouais. où voilà, McClane arrive, il fait une astuce avec son flingue qui colle dans son dos, etc. Yippee-ki-yay, motherfucker. Il arrive à tuer le méchant qui manque d'entraîner la femme de McClane avec lui et de tomber du 50e étage. Enfin voilà, il y avait quelque chose de beaucoup plus satisfaisant dans ce premier Die Hard, alors que là, bon voilà, ok, boum, il explose dans l'hélicoptère, voilà. Mais c'est vrai que, comme on a dit, voilà, tout le reste est tellement prenant Exactement. et tellement bien pensé, et tellement bien filmé par John McTiernan qui, là encore, prouve que c'est l'un des meilleurs réalisateurs d'action qu'on ait eu aux États-Unis. Parce qu'il ne se répète pas et surtout il casse les codes du film d'action en proposant une mise en scène qui est beaucoup plus, enfin qui filme l'action de manière beaucoup plus réaliste, Ouais. avec beaucoup plus chaotique, avec des plans, avec une caméra très portée, des plans à l'épaule, du steadicam. Ouais. Et voilà, il y a par exemple, c'est bête, hein, mais le tout début du film, la première scène où on voit ce grand magasin exploser sur une des avenues de New York, euh,
il y a, tu vois, un plan où tu as un figurant qui est au premier plan devant l'explosion. Tu as un figurant qui est de dos, un peu en amorce, comme ça, flou. C'est bête, c'est un petit détail, mais je trouve qu'il change tout le sens de l'image quoi, que l'on voit. Enfin, Ouais. c'est-à-dire que on a vraiment l'impression que c'est une explosion qui a été tournée dans la réalité et Ouais. qu'il n'y a pas. Voilà, parce que on aurait tendance à, si on devait tourner une explosion aussi grandiose et aussi spectaculaire que ça, on la filmerait dans un angle. euh, comment dire, oui, enfin impeccable, quoi, avec une image Ouais. impeccable où on saisirait vraiment toute l'explosion de ce magasin, alors que là, on a un figurant qui est au premier plan et qui nous cache un petit peu l'explosion, mais comme on aurait dans la vraie vie, quoi. Comme si quelqu'un avait sorti sa caméra et avait filmé l'explosion dans la vraie vie, on aurait quelque chose d'un peu chaotique, des figures, enfin des gens qui passent, etc., devant quelque chose d'aussi spectaculaire. Et c'est ça qui rend le film, et c'est un peu comme ça pendant tout le film, et c'est ça qui rend C'est l'expérience du vrai, mais film ça vraiment a presque un différente, côté, quoi. ça a presque un côté 70s, Philippe. Par moments, c'est du Friedkin sous stéroïde, tu sais, quand c'est la poursuite de voiture. Et comme tu dis, ça, c'est chaotique. Et ça, il le fait magnifiquement. McTiernan, peu de gens filment l'action comme lui. Et je trouve que il n'y a pas de numérique, cette explosion au début qui nous prend par Oui. surprise parce que tu es en plein dans une espèce de carte postale new-yorkaise avec la musique, tu sais, Hard Time Summer in the City, qui te met dans un bon groove et un bon mood. Et d'un coup, la musique s'arrête et ça pète. Et là, c'est que ça arrive vraiment comme une surprise et c'est extrêmement bien filmé. Hang on. Oui, et puis tu vois la poursuite dans Central Park où ils sont en taxi, tu sais, Ouais. qui est une scène quand même ultra spectaculaire et où ce qui est étonnant, c'est la façon dont Bruce Willis, enfin McClane, gère ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils s'en foutent d'écraser des gens, si tu veux. Les mimes Tu surtout. vois, même Ouais. Gene Hackman dans French Connection faisait gaffe, il faisait des embardés, Ouais, tu vois, parce ouais, qu'il pétait des ouais, poubelles et tout ça. Là, ouais. il fonce droit devant, quoi, et il a du bol d'avoir tué personne. C'est Vraiment vrai. beaucoup de bol. Oui, mais d'ailleurs, toutes ces scènes-là, elles marchent aussi beaucoup parce qu'il y a pas mal d'humour Oui. et qui est bien, ouais, ouais, pas mal d'humour qui nous rend, enfin, qui nous fait accepter certains passages qui sont exagérés, quoi. Voilà. Mais comme on est sur le ton, et d'ailleurs, c'est marrant parce que finalement, c'est peut-être l'épisode le plus drôle de la trilogie, on va dire. Parce que après, Ouais. pour moi, ça compte pas, hein. Les Die Hard 4, les 5, Non. pour moi, ça n'existe pas. C'est un peu comme Indiana Jones 4. Ça n'existe pas trop. C'est Moi, dans un j'aime bien, univers pardon, mais parallèle. j'aime bien le rapport qu'il a avec Justin Long dans le 4. Je déteste le 5, mais je trouve que Ouais. par moments, cette espèce de geek, et alors que McClane est complètement analogue, il est complètement d'un autre temps, et Oui. c'est quand même un peu plus intéressant parce que Justin Long est un vrai acteur de comédie, donc tu as un petit peu de nouveau la bonne historique avec Samuel Jackson. Mais bien sûr, ça ne compare pas, c'est pas du tout dans la même ligue. Mais c'est encore, Ah il y a ouais. encore, tout d'un coup, tu vois encore des éclats, et j'aime bien le parcours aussi, il y a des scènes de parcours qui sont bien faites. Ouais, et c'est vrai, comme vous disiez, hein, on est dans un buddy movie, quoi, clairement, Ouais. avec un personnage. Enfin, c'est pas forcément deux personnages qui n'ont rien à voir, comme il y a souvent dans les buddy movies, mais ces deux personnages, bon, bah, qui n'avaient pas prévu de se mettre ensemble pour affronter toutes ces péripéties, tous ces dangers. Et d'ailleurs, je Mm. trouve que c'est plutôt bien amené le fait de nous. Enfin, le fait d'intégrer le personnage de Samuel L. Jackson à l'histoire, de le raccrocher comme ça à John McClane, parce qu'on pourrait trouver ça un petit peu artificiel, mais je trouve que ça marche bien de par le fait du sens moral qu'habite Samuel L. Jackson, enfin le personnage de Samuel L. Ouais. Jackson. C'est parce qu'il a un sens moral qui participe à l'action et à l'aventure, même si enfin, Bruce Willis lui ment quand il lui raconte que ils ont trouvé une bombe dans un quartier d'Harlem et du coup pour le sensibiliser, pour le plus l'impliquer. Mais en même temps, voilà, il avait besoin de lui pour mener à bien tout ce qu'il doit faire dans New York. Enfin voilà, on arrive à acheter assez facilement l'idée que oui, il participe
à Mais l'aventure. quoi. Philippe, le scénariste Gruber se substitue au scénariste parce que c'est Gruber au téléphone qui dit, en parlant de Samuel Jackson, il l'appelle le Samaritain, et il dit bon, bah, maintenant le Samaritain va venir dans l'aventure avec vous, McClane, parce que le Samaritain a pris le téléphone dans le commissariat et a insulté Gruber au téléphone, tu vois, tout d'un coup, il exige que Samuel Jackson fasse partie de l'aventure de façon un petit peu. Peut-être un peu légère, mais ils sont tellement réjouissants, ce couple, et fonctionnent très très bien qu'on est très heureux de les voir ensemble. Le rôle de Samuel L. Jackson dans les scènes de poursuite, etc., c'est très simple. Il répond par une attitude effarée à tout ce que fait Bruce Willis. Quand il roule en taxi, il a les yeux exorbités, il hurle avec une voix aiguë, il s'accroche au truc à la fenêtre, etc. Donc ça, c'est extrêmement drôle, et ça remet les choses... c'est-à-dire, on n'est pas les seuls à trouver ça monstrueux, ce que fait Bruce Willis dans ces moments-là. Il y a le sidekick qui est là pour nous dire oui, vous avez raison, c'est fou ce qu'il fait, voilà. Et ça, j'aime bien ça, et Jackson le fait très très bien. Ouais. David, celle qui a disparu, c'est Bonnie Bedelia. What are your feelings? Parce que McClane est divorcée ou en instance de divorce, et là, d'un coup, ils l'ont pas reprise dans aucun des films, t'as vu? Ouais. Bah, apparemment, elle n'a pas voulu participer à ce troisième c'est elle, film. ouais. Ok, d'accord. Ouais. Parce qu'elle était prévue, bon, peut-être pour une très légère apparition, hein, parce qu'on voit bien que son rôle n'aurait pas été primordial pour le film. Mais voilà, elle serait peut-être apparue le temps de quelques rapides scènes, mais bon, elle n'a pas voulu. Je pense qu'elle a peut-être pas voulu avoir un si petit rôle dans cette. Oui, parce que scénaristiquement, Philippe, elle est remplacée par Samuel Jackson, par Zeus. Donc, elle aurait eu effectivement rien à foutre, c'est sûr. Oui, et le rôle de la femme est tenu par un monstre qui est quand même très drôle, je trouve. C'est que la douce Bedelia des premiers films est remplacée par Sam Phillips, une chanteuse, une musicienne, qui joue une espèce d'égorgeuse avec un couteau recourbé comme ça, et qui n'a pas une ligne de dialogue, si je ne m'abuse, et qui a un rôle formidable. C'est vraiment, elle fait peur, quoi. Là, pour le coup, elle fait vraiment peur. À la base, elle avait des dialogues, mais il trouvait qu'elle avait un accent européen, parce qu'elle est d'origine allemande, je crois. Je crois que c'est une américaine, et peut-être qu'elle jouait mieux quand elle était silencieuse, je crois. Parce que cette séquence, David, cette séquence d'action, McTiernan, quand il filme l'intérieur de la banque avec ce type qui est sous siège, et la fille qui rentre, et on la voit simplement sur les caméras de sécurité se rapprocher de ce gros mec de la sécurité et lui trancher la gorge avec ce couteau recourbé. C'est incroyablement filmé, ça. Ouais, le montage, les plans de vue. Monté, c'est ça, Ouais, c'est vraiment très... Non, mais voilà, c'est ça que moi j'adore dans cet opus-là, c'est qu'on a cette impression de chaos dans la mise en scène. D'ailleurs, j'avais entendu ça quelque part, je sais plus où, comme quoi McTiernan bousculait un peu même son cadreur, quoi, pour certaines prises de vue, pour qu'il y ait un peu ce côté chaotique dans la caméra. Un peu avant Paul Greengrass, quoi, en moins parkinsonien. Mais du coup, ça donne une illusion du désordre, quoi, qui est vraiment bien. C'est comme si il arrivait à maîtriser le chaos. C'est vrai que là où, par exemple, 58 minutes pour vivre joue plus sur une mise en scène beaucoup plus opératique, beaucoup plus moins réaliste, du coup. Il y a quelque chose de plus alors que là on est vraiment dans quelque chose qui casse les codes de ce qu'on avait l'habitude de voir dans les films d'action, quoi. On est dans quelque chose qui sera peut-être même un peu repris dans la série 24 heures chrono, tu vois. En plus, on est dans ce truc un peu en temps réel, où tout se passe en une journée, et avec un film, une mise en scène filmée à l'épaule comme ça, des plans qui bougent, la caméra qui bouge. C'est vrai, mais Philippe, il y a cette tradition d'hommes de main ou de femmes de main dont tu viens de parler, là, qu'on voit dans les James Bond. Et là, il y en a des beaux quand même, parce que tu as ce type qui est énorme, tu vois, tu as des géants, tu as un russe avec cette scène dans l'ascenseur. Moi, j'adore les scènes de violence dans des lieux clos. Et là, dans un ascenseur, c'est magnifique. Et il y en avait une dans Drive aussi qui était très belle.
Et McClane, c'est très très bien écrit parce il arrive à les démasquer grâce au numéro de l'auto que jouent les flics de New York régulièrement, tu vois. Ouais. Et tout d'un coup, il y a un chaos, ce chaos dont tu parles, David, dans cet ascenseur. Et en même temps, on voit tout. Il n'y a pas ce côté, le premier Jason Bourne où on est un petit peu justement, on a besoin de Dramamine à côté à cause de cette mise en scène dont tu parles. Là, c'est quand même, il y a une chorégraphie dans le chaos. Et ça, c'est très difficile à faire. Et il y a un côté intéressant, je trouve, dans ce film sur John McClane, qu'on pressentait dans les deux films précédents, surtout le premier, c'est cette espèce de facilité à tuer qu'il a. C'est-à-dire, tu vois ce que je veux dire? Il abat les mecs à bout portant, plusieurs, il les achève, etc. Et t'as jamais le sentiment que c'est grave ce qu'il a fait ou que ça le touche quelque part. Ça fait partie d'un espèce de grand jeu. Il faut pas que ça le ralentisse, donc il descend les mecs sans aucun problème et sans y repenser une deuxième fois, quoi. C'est vrai. En fait, McTiernan, lui, il sortait de deux bids, parce que tu as parlé de Last Action Hero, mais il y avait aussi Medicine Man, tu sais, avec Sean Connery, où Sean Connery disait I found the cure for cancer and I lost it. Il avait trouvé le remède pour le cancer, il perdait ça dans la jungle. Il avait une de ses perruques les plus étonnantes. Mais donc, effectivement, il avait quelque chose à prouver, McTiernan, et il l'a fait. Ensuite, il ferait l'affaire Thomas Crown, tu sais, et puis le 13e guerrier, qui a été, je crois, réévalué avec le temps. Et puis après, il aurait des problèmes avec Hollywood, parce qu'il ferait de la tôle, parce qu'il avait mis un exécutif, je crois, sur écoute. Il avait engagé des détectives, ou un détective. Tu connais cette histoire, David, non? Oui, bien sûr, oui, bah oui. Triste histoire, au début des années 2000, quoi. Au moment où il faisait Rollerball, Ah, c'est ça, voilà. Bah, et malheureusement, il n'est jamais revenu. Son dernier film, c'était Basic, avec John Travolta et Samuel L. Jackson, hein, je crois. Et bon, qui est pas son meilleur, ça c'est, enfin, pour moi. Hein. Moi, j'ai adoré le 13e guerrier et même l'affaire Thomas Crown. J'avais adoré ces deux films. Excellent. Et c'est dommage. Il n'est jamais revenu, John McTiernan. On attend désespérément le retour de McTie, quoi. Voilà, espérons qu'il revienne. Philippe, dans les acteurs, il y a Graham Greene qui est formidable. Il y a plein de flics, tous les flics. J'allais en parler. J'allais en parler pour lui rendre hommage parce qu'il est mort très récemment. Graham Greene. Je savais pas. Ah oui, il y a quelques semaines, il est mort il y a très peu de temps. Et c'était l'acteur de Danse avec les loups et de beaucoup d'autres films. Ah oui. C'est un acteur indien, enfin Native American. Il est formidable. Là, il a un tout petit rôle. Hein. C'est un rôle non-descript. Il est au milieu de la bande de flics. Mais il a cette espèce de côté rassurant, bon père de famille, sympathique, toujours là sur le coup, etc. Et il est vachement bien. La scène dans l'école, par exemple, avec les gosses qui s'enfuient, il domine complètement la séquence. Et c'était un super second rôle. Absolument. Et David, quiz, tu sais la femme flic qui a les cheveux frisés, qui est blonde, là, qui arrête pas quand McClane se déshabille dans le fourgon au début, qui est cette femme flic qui est formidable. Tu sais qui c'était? J'ai fait une recherche et j'ai halluciné. Non. C'est une des Playmates dans Apocalypse Now. Ah ouais, d'accord. Incroyable. Ah ouais, ok. Et donc, est-ce qu'on la voit dans les scènes, on la voit dans la version longue d'Apocalypse Now, dans la scène dans l'hélicoptère où elle couche avec l'un des soldats? C'est une de ces Playmates-là ou non? C'est elle, parce que j'ai pas vu la version Redux, mais je sais que c'est la fille, je me suis rappelé d'elle, on la voit sur scène, c'est une des bunnies, quoi, tu vois, comme on dit. Des bunnies, ouais, très bien, ouais. Ah d'accord, excellent, ah ouais, ok. C'est drôle. Ah bah, on pense pas du tout à elle comme ça, quoi, quand on voit Die Hard 3, ok. C'est vrai. Philippe, il y a une dimension que j'aime beaucoup, tu parlais de Scorpio, mais il y a aussi le Riddler de Batman, avec toutes ces charades et tout ce côté Jacadi où ils doivent élucider de ces riddles. Ça m'a fait penser au Riddler de Batman, mais de façon réussie, je trouve. Comme dans le dernier, d'ailleurs. Dano était bien. Oui, c'est vrai. C'est des personnages comme ça. D'abord, ça nourrit l'acteur. Tu vois, c'est-à-dire, je pense, quand t'engages un mec comme Jeremy Irons, t'as pas intérêt à lui faire jouer un type qui n'a pas de gimmick, qui n'a pas de personnalité particulière. Là, ils l'ont bien gâté. Et je pense qu'Aaron est éclaté à le jouer, tu vois. C'est vrai que ça oblige les auteurs, si tu veux, le réalisateur, à nourrir le personnage pour avoir un acteur de cette dimension. Et ça, c'est plutôt bénéfique en général. Et mine de rien, David, succéder à Alan Rickman, c'est pas une mince affaire, parce que c'est quand même un grand méchant de l'histoire du cinéma. Tu vois que son shérif de Nottingham ou son Hans Gruber ont marqué l'histoire du cinéma. Et il était très drôle en plus, tu sais, dans Galaxy Quest.
Il était formidable Ouais. aussi. C'est un type qui pouvait tout faire. On va le faire, ça, Galaxy Quest un jour. C'est un film que j'adore. Et on n'a pas parlé de Michael Kamen, qui fait une musique quand même qui sous-tend le film et qui sous-tend l'action de façon magnifique. Et c'est vrai qu'il lâche pas non plus l'histoire, quoi. Ces musiques, surtout dans ce genre de film-là, c'est-à-dire l'action sans arrêt, c'est que moi je l'ai pas remarqué. Et c'est plutôt très très bon signe, c'est-à-dire que ça fait partie intégrante de l'image, tu vois. Ouais. Pas dit pendant les scènes d'action, la musique est vachement bien. Pas du tout, j'y ai pas pensé une seconde, tu vois. C'est Ça vrai. soutient l'image, quoi. Exactement. Et David, tu as remarqué, il y a une tradition aussi, presque un cliché maintenant, c'est les bombes dans les films hollywoodiens, c'est des bombes cool. T'as vu que ce soit dans The Rock, c'est des espèces de boules vertes. Ou alors là, c'est deux vases t'as des couleurs rouges, etc. C'est toujours joli à regarder. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Oui, ça rend les bombes cool, ouais. Non, mais d'ailleurs, bon, voilà, ça, ce coup de la bombe, il y a des petites facilités de scénario avec l'idée que le liquide, quand on mélange les deux liquides, ça crée une explosion, tout ça. Ouais. Ça l'arrange bien à la fin quand ils sont accrochés à la bombe dans le bateau et qu'il a juste à percer la bonbonne de trucs et de faire son petit mélange et boum, et de faire exploser les menottes, quoi. Enfin bon, voilà. Mais bon, on est tellement pris, on n'a presque pas le temps de réfléchir en fait. C'est mené tellement tambour battant et c'est ça aussi la force du cinéma. Hein, c'est quand voilà, la suspension d'incrédulité fonctionne à plein régime quand la mise en scène arrive à te sublimer tout ça et à t'embarquer, quoi. C'est vrai. Et c'est comme on disait, un vrai film new-yorkais, et il bénéficie bien sûr de l'assistance de toute la ville. T'as vu, ils ont le droit d'aller partout dans le métro. On sent que c'est pas tourné à Vancouver ou à Toronto, tu vois. Je veux dire, ils ont eu vraiment un budget énorme pour aller dans Central Park, pour aller dans cette espèce de banque magnifique aussi où ils tournent. Et c'est un film parfaitement new-yorkais, comme Spider-Man a pu l'être aussi. Mais c'est rare, ça coûte cher. On sent que c'est un très gros budget, hein, vraiment. Non, mais c'est ça, comme je disais, hein, ça participe au ton plus réaliste, enfin à la mise en scène plus réaliste de McTiernan, hein, d'avoir voulu, enfin d'avoir tourné en plein New York et pas dans un studio, quoi. Ça se sent, ça se voit, ça se ressent, quoi. Et Philippe, tu as cette tradition de méchant allemand, parce qu'on avait Hans Gruber, on a lui, c'est que ça aussi, c'est très James Bond, ça remonte à Gerd Freub avec Goldfinger, tu vois, et c'est vrai que... Et ce qui est bizarre, c'est c'est pas joué par des acteurs allemands. Non. Ni Rickman, ni Irons n'ont jamais été allemands. Donc, c'est marrant. Alors qu'avant, effectivement, dans les années 60, t'avais les Hardy Kruger, les Gerd Freub, les Kinski, etc. Imagine Kinski contre McLean. J'aurais adoré. Ça aurait été extraordinaire. C'est de l'allemand pour le Bart le. Un type qui parle allemand ne peut pas être un mauvais homme. Ouais, mais en tout cas, c'est vrai, un Allemand, ça fait toujours un bon méchant. Je sais pas si on peut bien le dire aujourd'hui, ce genre de phrase, mais voilà. Comme tu disais, c'est complètement lié à Bruce Willis, Die Hard. C'est contrairement à James Bond qui peut peut-être changer d'acteur. Ils ont essayé de le remplacer par Jai Courtney, plus ou moins, qui jouait son fils dans le plus mauvais de tous, là, le dernier. Mais je vois pas très bien, parce que moi, je rêverais de voir de nouveau les aventures d'un flic comme ça, un peu humain, un peu ordinaire, face à des méchants, presque de bande dessinée comme ça, avec mais les flics sont plus très à la mode en Amérique aujourd'hui. On est plutôt, on voit plus beaucoup. Tu ferais pas un Dirty Harry aujourd'hui, quoi. C'est impossible. Si tu remarques, il y a un truc sur les personnages de flics aujourd'hui. Je pense que s'ils devaient faire des équivalents de Die Hard aujourd'hui, il jouerait pas John McClane, mais enfin, il jouerait un équivalent de John McClane face à des terroristes et gna gna gna. Je pense qu'il faudrait prendre un type qui n'a rien d'un super-héros. C'est-à-dire prendre Justin Long, par exemple. Ouais. Tu vois, un flic, un gratte-papier. Paul Giamatti. Paul Giamatti dans les tubages, ça marcherait parce que tout d'un coup, il se retrouvait dans des scènes d'action hallucinantes, lui qui a jamais foutu le pied hors du bureau, et ce serait vachement intéressant. C'est ce qu'ils font un peu avec Nobody, avec Bob Odenkirk, qui a pas tout à fait le physique d'un Schwarzenegger ou d'un Stallone, tu vois. Mais c'est vrai que moi, je reverrais bien un bon polar de nos jours comme ça, parce qu'à une époque, ils ont dit que Spielberg devait refaire Bullet avec... Bradley Cooper, tu te rappelles de ça, mais je suis pas sûr que ça va. Je sais pas où ça en est, ça, tu vois. Ouais. Mais tu vois, regarde,
Vous parliez de Nobody avec Bob Odenkirk que j'adore, hein, évidemment, Breaking Bad et Better Call Saul et tout, mais voilà, le film tombe. Enfin, moi, j'ai pas aimé Nobody parce que, du coup, on sort complètement du cadre un peu réaliste. On est dans un film où le héros a limite des pouvoirs, quoi. Enfin, C'est vrai. il a des capacités surhumaines, un peu comme Dwayne The Rock Johnson dans Skyscrapers. Enfin, voilà. Ouais. Et moi, j'aimerais, comme vous dites, retrouver un personnage de super flic, mais très humain, quoi, faillible, fatigué, épuisé. Est-ce que tu penses qu'on pourrait faire un reboot de Die Hard avec un autre acteur? Non, enfin, moi, Non, je j'aimerais crois pas pas, voir non. ça, quoi. Non, non, Ouais, non. ouais, Je crois ouais, pas. ça- C'est comme tu dis un remake de Bullet. Bullet, faut pas exagérer. Le scénario est pas top. Ouais. Bullet, c'est Steve McQueen. C'est Steve McQueen, Ouais, c'est ça. c'est vrai. C'est C'est vrai. fait autour et par et avec Steve McQueen. Donc, si t'enlèves McQueen, tu le remplaces. Je vois pas l'intérêt du film, tu vois. Absolument. Non, et puis voilà, Bruce Willis, il a porté sa personnalité, son humour, son flegme, c'est ce qui nous le rendait vraiment attachant. Toutes ces répliques qui sont devenues cultes, yippee motherfucker, tout ça. Enfin voilà, et puis même, enfin, voilà, il a toujours des très bons traits d'humour qui délivrent à merveille, quoi, dans le film. Mais par exemple, moi, un Die Hard-like que j'aime bien, que j'ai Ouais. toujours bien aimé, pourtant il est pas très bien vu, il est pas très bien considéré, ce film. C'est Ultime Décision avec Kurt Russell. Donc c'est J'adore. un Die Hard dans l'avion, Excellent. quoi. Mais J'adore. moi, ouais, mais c'est alors déjà parce qu'ils ont trouvé la très bonne idée, ils ont eu la très bonne idée de se débarrasser de Steven Seagal au bout de 15 minutes de film, donc ça c'est génialissime. C'est Et le, moi, parce que c'est le Janet Leigh du film, ouais. oui, oui, voilà, c'est ça, c'est Janet Leigh du film. Ça. Oh putain, en fait, le héros meurt. Ouais, ok. Et non, moi j'étais super content parce qu'avant d'aller voir le film, j'étais un peu réticent parce que j'ai jamais été fan de Steven Seagal, enfin, j'ai jamais aimé, même quand j'avais 12 13 ans, quoi. Ouais. Et bon, j'y allais un peu à reculons, et putain, et quand je vois, oh putain, il est mort, bah super, le film va être mort. Et non, et du coup, on a un personnage très humain, très faillible, avec Kurt Russell, tu vois, par exemple. Enfin, tu vois, c'est pas un surhomme, c'est pas un super-héros, quoi. Alors oui, ok, il arrive à atterrir le Boeing et tout ça, mais bon, on te met en place au début du film le fait qu'il sait un peu piloter, Tu donc te ça va. rappelles, il y Mais avait une très bonne idée dans Executive Decision, c'est qu'il arrivait directement d'un gala dans la ouais. mission. Et il était en smoking, et tu avais ces Marines qui voyaient arriver ce type en smoking, et ils te disaient, mais c'est qui ce mec-là, James Bond? En parlant de Kurt Russell. Alors, tu sais que Stuart Baird, qui a réalisé ce Ultime Décision, qui était un ancien cascadeur, je crois, ou quelque chose comme ça, Je ou crois, un mec ouais. d'effets spéciaux, je sais plus. Non, a c'était réalisé- un ancien monteur, Stuart Baird. Oui, voilà, C'est excuse-moi, voilà, c'est c'est celui ça. qui avait monté, si je me trompe pas, celui qui avait monté Superman de Richard D'accord. Donner. Ok, Wow. my mistake. Et donc, il avait fait après un film qui s'appelle US Marshals, qui était plus ou moins une Ouais. séquelle du Fugitif. Et alors là, je l'ai revu récemment, US Marshals. C'est étonnant comme ça ressemble à Die Hard 3. Là, pour le coup, c'est Ah. action incessante, poursuite incessante et hallucinante, cascade démente. Et le film est pas du tout estimé, là, pour le coup, US Marshall. Ça passe pour une espèce de sequel sans Harrison Ford, alors que ça vaut beaucoup mieux que ça. Et franchement, j'avais vu les deux assez rapprochés, là, récemment. Tu vois, j'ai vu Die Hard 3 et celui-là, US Marshall. Je me dis, merde, c'est les mêmes films, quoi. Et presque drôle. aussi bon. Presque aussi bon. Ah ouais, faudrait que je le revoie alors, parce que je suis resté Revois-le, sur tu un verras. mauvais souvenir, moi. Ouais. Je l'ai Ouais, pas vu, bah mais je non. me rappelle aussi du côté non-stop du Fugitif, tout simplement Ouais. le premier qui était aussi non-stop, vachement bien Ouais, foutu. ouais. Il y a un truc que j'adore, c'est quand Et- il affronte Targo, tu sais, Bruce Willis, et c'est une tradition de héros qui affrontent un géant. C'est David et Ouais. Goliath, t'avais ça, t'as Bruce Lee contre Karim Abdul-Jabbar, dans un des John Wick aussi, il se bat contre un basketteur dans une bibliothèque au début du truc, et ça c'est un truc avec Jaws et Roger Moore, tu te rappelles, requin contre Roger Moore, c'est toujours Et réjouissant. Harrison ça. Ford dans Les Aventuriers de l'Arche perdue. C'est vrai. C'est souvent Pat Roach, tu sais, qui se bat contre Barry Lyndon et qui reçoit un jet d'urine de Sean Connery dans Never Say Never Again. Au visage. Mais tu vois d'ailleurs, c'est pas mal aussi dans le scénario d'une journée en enfer, cette trahison entre ces deux personnages Ouais. de méchants. Tu t'y attends pas, c'est encore une surprise, c'est un rebondissement qui
qui participe un peu à te maintenir en haleine quoi, tout au long du film jusqu'à cette dernière séquence. Quoi. Donc ça aussi, tu t'y attends pas, parce qu'en fait, il est planqué tout l'or de la réserve fédérale dans d'autres containers et que l'autre, il se fasse trahir, etc. Et que justement, son acolyte, la femme... Who's the girl? Taco's other half. J'ai oublié son nom d'ailleurs dans le film, le nom de son personnage. Je sais pas si elle est citée, enfin si on verbalise son nom de personnage. C'est Katia, je crois. Hey, Katja, was ist mit dem Essen? Katia, je crois. Katia, qui se débarrasse du méchant, de l'autre, là, le grand, là, avec des plans très serrés sur les yeux de Jeremy Irons et d'elle. Oui, c'est puis limite. J'ai vu leur scène de sexe aussi, qui est incroyablement intense. Très violente. Ouais. Ah bah ce sont des méchants. Hein. Ce sont des méchants. Ils vont pas aller dans la douceur. Hein. J'ai pas souvenir d'une scène de sexe aussi peu excitante que celle-là. Il y en avait pas une entre Grace Jones et Christopher Walken, comme ça, dans le James Bond, justement, qui était aussi très physique et très violente. Tout aussi sexy. Oui, parce que j'allais dire, il y a cette scène de sexe aussi un petit peu violente dans le GoldenEye avec Pierce Brosnan. Frankie... Senia on the top. Franco Johnson. Ouais, Franco Johnson, pardon. Mais là, pour le coup, c'était un peu plus excitant. Sure did enjoy a good squeeze. Qui tue les hommes en serrant leur tête entre ses cuisses. La plus belle mort du monde. Entre les cuisses de Frank Johnson. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Bien, merci mes cinébuddies pour ce voyage dans une des grandes franchises de l'histoire du cinéma. Philippe, avoir un bon cinébody, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Et David, tu nous as prouvé une fois de plus que le cinéma était, comme tu dis, ta religion et la salle ton temple. Merci, c'est toujours un grand plaisir de t'avoir avec nous. Et on t'attend pour le prochain avec grande impatience. On se retrouve donc très vite pour un nouveau podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube, avec plein de surprises. Et tous les 15 jours, une nouvelle fantastique vidéo de l'ami Romain Lenoff, son Katia Lazareva. Nous aussi, on a notre Katia. Et maintenant, voici venu le moment de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. David the Film Talker, le cinéma est ma religion et la salle obscure est mon temple. Philippe Sedbon, merci de votre attention. Parfait, je suis Jean Weber pour Kinopod, le podcast qui a la gueule de bois. Et maintenant, Happy Trails to you until we meet again. Happy Trails to you. Keep smiling until then. C'était une référence au cowboy de Die Hard, le premier. Qui a été reprise dans la série télé Roy Rogers dans les années 50. Exactement. Roy Rogers. C'est ça. Bravo.